Mes parents m'ont poursuivi en justice parce que j'ai refusé de rembourser la dette de ma sœur au chômage, alors je leur ai donné une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Je n'aurais jamais pensé qu'un dîner de famille pourrait changer toute ma vie. Je m'appelle Chloé, et je venais de terminer une longue semaine de travail lorsque je me suis assise à la table de la salle à manger de mes parents à Nantes. Cela aurait dû être un repas dominical tranquille, le genre de repas où tout le monde parle de sa semaine puis rentre chez soi. Au lieu de cela, ma mère a posé sa fourchette, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je devais rembourser la dette de ma sœur. Elle l'a dit calmement, comme si elle me demandait de passer le sel, comme si c'était déjà décidé, comme si mon rôle dans cette famille avait toujours été d'intervenir, de régler les problèmes et de me taire. Je me souviens l'avoir dévisagé, puis avoir regardé les autres personnes à table. Personne n'avait l'air surpris. Personne n'a remis cela en question. C'était comme s'ils en avaient discuté avant mon arrivée et s'étaient mis d'accord pour que j'obéisse tout simplement. Ils ne m'ont pas demandé comment se passait ma propre vie. Ils ne m'ont pas demandé si j'en avais réellement les moyens. Ils n'ont même pas expliqué comment ni pourquoi cette dette existait. Ils ont simplement supposé que je la couvrirais parce que je l'avais toujours fait. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a fait tilt. J'ai levé les yeux, j'ai gardé ma voix stable et j'ai prononcé les mots qui ont glacé la pièce, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes, et ce silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Si vous avez déjà eu l'impression que la loyauté familiale était mise en balance avec l'argent, restez avec moi jusqu'à la fin. Vous comprendrez pourquoi j'ai fait le choix que j'ai fait. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Pour comprendre pourquoi j'ai réagi de cette manière, il faut remonter au moment où j'ai quitté la maison après le lycée. J'ai déménagé plus tôt que la plupart des gens que je connaissais, non pas parce que j'étais avide d'indépendance d'une manière romantique ou idéaliste, mais parce que rester dans cette maison signifiait accepter un rôle que je n'avais jamais consenti à jouer. Je ne voulais pas être la personne fiable, le parent de substitution, le plan de secours, le filet de sécurité qui était traité davantage comme une obligation que comme une personne. Je me suis lancé directement dans un travail à temps plein, choisissant un poste de coordinatrice logistique pour un entrepôt près du quartier industriel de Nantes. Ce n'était pas glamour, et personne n'aurait jamais prétendu le contraire. Je passais la plupart de mes journées debout à coordonner les plannings d'inventaire, les itinéraires de livraison, les documents de fret et les problèmes d'approvisionnement qui ne semblaient jamais finir. Le travail était répétitif et me vidait parfois de toute mon énergie. Pourtant, c'était aussi la première chose dans ma vie qui me semblait m'appartenir. Personne ne me l'avait offerte. Personne n'était intervenu pour réparer mes erreurs. Personne ne pouvait prétendre qu'une partie de cela lui appartenait. Mon objectif était clair depuis le début. Je voulais un logement à moi, pas seulement une location, pas seulement une chambre chez quelqu'un d'autre, mais un espace dont je pourrais fermer la porte en sachant que tout ce qui se trouvait à l'intérieur m'appartenait. J'ai commencé à économiser immédiatement, mettant de côté tout ce que je pouvais. La plupart des mois, cela signifiait sauter les dîners au restaurant, porter le même manteau hiver après hiver et ignorer la pression de devoir s'améliorer ou montrer des signes de progrès financier pour impressionner qui que ce soit. Je n'étais pas intéressé par la performance de la réussite. J'étais intéressé par l'acquisition d'une stabilité. À la maison, les choses continuaient comme d'habitude. Ma sœur cadette, Camille, a toujours eu la vie plus facile. C'était elle qui pouvait rentrer tard, oublier ses responsabilités ou prendre des décisions impulsives sans que personne ne lui impose de conséquences. Maman justifiait tout ce que Camille faisait, insistant sur le fait qu'elle traversait une période difficile, qu'elle avait besoin de temps, que je devais comprendre et être patiente. Je discutais rarement. J'ai simplement appris que dans cette maison, la responsabilité était facultative pour certains et attendue en silence des autres. Pendant que je travaillais de longues heures et que j'économisais chaque euro qui n'était pas nécessaire à ma survie, Camille expérimentait les loisirs, les emplois, les relations et les réinventions spectaculaires d'elle-même. Elle pouvait quitter un emploi et en commencer un autre sans souci car il y avait toujours un atterrissage en douceur. Je n'en avais pas. Je me suis familiarisé avec le sentiment d'être autonome d'une manière qui est à la fois responsabilisante et isolante. Quand on apprend qu'aucune aide ne viendra, on cesse de la demander. Il a fallu des années avant que j'aie assez d'argent pour un apport personnel sur un petit studio près du centre-ville. Je me souviens avoir signé les papiers, tenu les clés et m'être tenu au centre de la pièce vide. Les murs étaient nus,
les appareils électroménagers étaient basiques et le sol avait des éraflures qui ne pouvaient pas être poncées. Mais c'était à moi. Chaque heure que j'avais travaillé, chaque chèque de paie que j'avais étiré, chaque sacrifice silencieux que j'avais fait vivait à l'intérieur de cet espace. Je ne l'ai pas décoré immédiatement. Je suis simplement resté là et j'ai respiré. Cet appartement représentait plus qu'un simple lieu de vie. C'était la preuve que j'avais construit quelque chose sans emprunter à qui que ce soit. C'était la preuve que je ne devais pas ma vie aux attentes des autres. C'était la première fois que je sentais que le sol sous mes pieds était solide. Et c'est pourquoi, lorsque ma famille en a parlé plus tard comme si ce n'était rien de plus qu'une solution aux erreurs de quelqu'un d'autre, quelque chose en moi s'est durci. Ils voyaient une ressource. Je voyais le coût de tout ce que j'avais enduré pour revendiquer ma propre vie. La distance entre ces deux points de vue explique tout ce qui a suivi. 1 an plus tôt, tout a commencé à se fissurer. Je ne l'ai pas remarqué au début, car les changements ne se sont pas produits en un seul moment dramatique. Ils sont venus discrètement, par de petits choix, des habitudes qui se sont accumulées les unes sur les autres jusqu'à ce que la forme de sa vie ait complètement changé. Camille s'était toujours souciée de la façon dont les autres la percevaient, mais cette année-là, cela a commencé à la consumer. Les réseaux sociaux étaient le centre de son monde, les photos, les commentaires, les invitations à des événements qui semblaient glamour mais coûtaient bien plus qu'elle ne pouvait se le permettre. Elle voulait être vue comme quelqu'un d'enviable, d'admiré, quelqu'un qui semblait vivre sans limite. Elle a commencé à acheter des vêtements qu'elle ne pouvait pas payer d'avance, en utilisant des applications du type « acheter maintenant, payer plus tard », qui rendaient les dépenses indolores. Chaque paire de chaussures, chaque nouveau manteau, chaque série de visites au salon de coiffure ressemblait à de petites indulgences individuelles, mais mises ensemble, elles formaient un schéma financier qui ne pouvait pas se maintenir. Je voyais des photos d'elle avec des cocktails dans des bars du centre-ville ou lors de week-ends avec des amis qui vivaient de manière tout aussi impulsive. Les images semblaient toujours soignées et parfaites, mais je comprenais assez bien la vie pour reconnaître quand quelque chose était construit uniquement pour l'appareil photo. Maman et papa semblaient également enchantés par l'illusion. Ils parlaient de Camille comme si son style de vie signifiait qu'elle s'épanouissait. Ils disaient aux proches qu'elle allait bien, qu'elle créait des liens, qu'elle vivait librement. Ils préféraient cette histoire à la réalité car il était plus facile de croire que tout allait bien. Quand les factures ont commencé à arriver, maman les prenait discrètement dans la boîte aux lettres avant que je puisse les voir lors de mes visites. Lorsque les soldes des cartes de crédit augmentaient, papa payait le montant minimum et disait à Camille d'être plus prudente la prochaine fois. Ils essayaient de la protéger ou, peut-être, de se protéger eux-mêmes en refusant de reconnaître qu'ils l'avaient encouragée à penser que les conséquences étaient facultatives. La première fois que j'ai réalisé que la situation était sérieuse, c'est quand Camille m'a appelé tard dans la soirée, me demandant si je pouvais lui envoyer de l'argent immédiatement. Elle a dit qu'elle devait couvrir son loyer car son chèque de paie avait été insuffisant, et qu'elle me rembourserait dans la semaine. J'ai écouté, et j'ai senti le vieil instinct d'aider cette partie de moi qui avait appris à résoudre les problèmes discrètement pour que personne d'autre ne soit mal à l'aise. Je lui ai demandé pourquoi cela se produisait, et son explication était superficielle et vague. Elle ne contenait aucune responsabilité. Elle ne contenait aucune prise de conscience. Cela ressemblait à une habitude, pas à un accident. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui donner d'argent. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne l'ai pas critiqué. J'ai simplement dit que j'avais travaillé trop dur pour maintenir ma propre stabilité, et que je ne pouvais pas la mettre en péril. Il y a eu un silence au téléphone. Ce n'était pas le silence de la compréhension. C'était le silence de l'incrédulité, comme si elle s'était approchée d'une porte familière et l'avait trouvée verrouillée pour la première fois. Elle a dit qu'elle pensait que je comprendrais, et j'ai répondu que je comprenais, et que c'était précisément pour cela que je ne pouvais pas l'aider. Après cela, la distance s'est creusée. Camille a cessé de me parler avec chaleur. Maman a commencé à appeler pour suggérer que j'aurais pu gérer la situation plus doucement. Papa évitait complètement d'en discuter. La maison ne prononçait pas les mots, mais elle portait le message clairement, j'étais sorti du rôle qu'il m'avait assigné. Je n'étais plus celle qui absorbait l'impact des choix de tout le monde. Et une fois qu'une maison attend de vous que vous vous sacrifiez pour le confort des autres, choisir de ne pas le faire est traité comme une trahison. Je ne me suis pas excusé. J'ai vécu ma vie. La fissure s'était déjà formée. Un après-midi de week-end, maman m'a dit que je devais venir chez ma tante Martine. La façon dont elle l'a dit était calme et presque chaleureuse, mais il y avait une fermeté sous-jacente qui rendait le refus inutile.
J'ai traversé la ville avec la conscience tranquille que ce qui m'attendait là-bas ne serait pas tant une conversation qu'une déclaration. Martine vivait dans une large maison de plain-pied avec une salle à manger agrandie qui semblait toujours mise en scène, comme une photographie dans un magazine immobilier plutôt qu'un espace où les gens vivaient vraiment. Quand je suis entré, la longue table de la salle à manger était déjà mise, bien qu'aucun repas ne soit servi, et les chaises étaient occupées comme si tout le monde avait attendu que je prenne la dernière place libre. Maman était assise droite près du bout de la table, ses mains jointes dans une pose immobile et délibérée. Papa était à côté d'elle, les yeux baissés et les épaules contractées, comme s'il avait répété le silence plutôt que la parole. Camille était assise en face de moi. Sa posture avait l'affaissement de l'épuisement, pourtant son visage était soigneusement composé, avec un maquillage léger placé pour dissimuler la tension qu'elle ne pouvait pas cacher complètement. Martine se tenait près du comptoir, versant du thé dans des tasses assorties, faisant des mouvements lents et mesurés qui suggéraient son intention de projeter le contrôle, la patience et l'autorité. Personne n'a parlé pendant plusieurs longs moments, et le silence donnait l'impression que la pièce elle-même se penchait vers l'intérieur, attendant de m'écraser. Quand maman a finalement commencé, son ton était doux mais indubitablement directif. Elle a parlé de la loyauté familiale, de la responsabilité partagée et de l'idée que nous sommes définis par la manière dont nous nous soutenons les uns les autres dans les moments difficiles. Elle a dit que Camille avait des ennuis et que j'étais en mesure de l'aider, ce qui signifiait que je devais aider, comme si la capacité seule créait une obligation. Elle a utilisé des phrases comme « nous prenons soin des nôtres » et « c'est ça, la famille ». Mais chaque phrase était formulée pour impliquer que mon refus serait un acte de trahison. Les yeux de Camille se sont remplis de larmes pendant que maman parlait. Pourtant, elle ne s'est pas adressée à moi directement, ni n'a exprimé la moindre reconnaissance de ses propres choix. Ses larmes coulaient en silence, mais il y avait une intention dans la façon dont elle baissait la tête et retenait son souffle, comme si elle attendait que quelqu'un la protège des conséquences qu'elle avait créées. J'ai reconnu le schéma familier. C'était la même chorégraphie sur laquelle elle s'était appuyée de nombreuses fois au cours de nos vies, une chorégraphie qui avait souvent pour résultat que d'autres s'interposaient entre elle et la responsabilité. J'ai répondu avec soin. J'ai dit que je respectais l'amour que cette famille se portait, mais que j'avais passé des années à construire une vie basée sur la stabilité et une discipline solide, et que je ne mettrais pas en péril cette fondation en assumant une dette que je n'avais pas créée. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas changé d'expression. J'ai simplement énoncé la limite avec laquelle j'avais déjà fait la paix. La pièce a réagi non pas par des éclats, mais par une attention si dense qu'elle semblait presque physique. Papa a finalement parlé d'une voix calme mais pesante. Il a dit qu'une famille ne devrait pas avoir à demander de l'aide deux fois. Il a dit que si la situation était inversée, Camille ferait la même chose pour moi. Les mots flottaient dans l'espace entre nous avec la lourde conscience qu'ils n'étaient pas vrais. Tout le monde dans la pièce le savait. Pourtant, il a continué, s'accrochant à l'histoire qui était plus confortable que la réalité. Martine a pris sa place, puis, posant ses mains jointes sur la table, a dit d'un ton qui se voulait neutre qu'il existait des voies légales pour des situations comme celle-ci. Elle a dit que le tribunal pourrait considérer une obligation partagée si la famille présentait l'affaire comme une responsabilité collective. Elle l'a décrit non pas comme une pression, mais comme une procédure, comme si impliquer le système juridique était simplement la prochaine étape raisonnable lorsque la persuasion échouait. À ce moment-là, j'ai compris que cette réunion n'avait pas été organisée pour discuter de quoi que ce soit. Elle avait été organisée pour m'informer de ce qui arriverait si je n'obtempérais pas. Alors, je leur ai dit non à nouveau, avec fermeté plutôt qu'avec émotion. La pièce s'est immobilisée d'une manière qui a rendu indubitablement clair que quelque chose de fondamental avait changé, et que rien ne redeviendrait comme avant. Quelques semaines plus tard, la lettre du tribunal est arrivée à la porte de mon appartement. Elle était soigneusement placée sur le paillasson, comme si celui qui l'avait livrée voulait s'assurer que je ne la manquerais pas. L'enveloppe était simple, mais quelque chose dans son poids semblait délibéré, presque lourd. Je suis resté là à la tenir plus longtemps que je n'aurais dû, le silence dans mon entrée devenant l'écho de quelque chose dans ma poitrine que je ne voulais pas reconnaître. Je savais exactement ce que c'était avant de l'ouvrir. La lettre indiquait que je devais comparaître pour une audience civile. Elle expliquait que mes parents affirmaient que j'avais l'obligation de contribuer financièrement à ce qu'ils décrivaient comme une question de devoir familial. Ils prétendaient que, parce qu'ils m'avaient élevé, soutenu et pourvu à mes besoins, je leur devais désormais une compensation sous la forme d'une aide à ma sœur pour sa dette. Le langage de la lettre était formel, mais l'intention sous-jacente était douloureusement familière. Ce n'était pas la loi. C'était de la culpabilité enveloppée dans une terminologie juridique.
Je me suis assise sur mon canapé pendant plusieurs minutes après avoir lu. Je n'ai pas pleuré ni paniqué. J'ai seulement senti quelque chose de sourd commencer à s'installer en moi, quelque chose comme une prise de conscience. Mes parents ne se contentaient plus de demander. Ils étaient prêts à utiliser le système juridique pour imposer leur version des rôles familiaux. Ils avaient choisi un récit qui me dépeignait comme ingrate et égoïste pour avoir protégé ce pourquoi j'avais travaillé. J'ai compris alors que le conflit n'était plus seulement émotionnel. Il était devenu procédural. Le lendemain matin, j'ai contacté une avocate. Elle s'appelait Hélène Lambert, et elle m'avait été recommandée par un collègue qui avait traversé un difficile litige successoral l'année précédente. Quand je suis entré dans son bureau, les murs étaient tapissés de diplômes universitaires encadrés et de résultats de procès. Pourtant, l'endroit ne semblait pas intimidant. Hélène avait une présence stable, comme quelqu'un qui comprenait la confrontation sans jamais avoir besoin d'élever la voix ou de prendre une posture de contrôle. J'ai expliqué la situation en termes clairs, en prenant soin de ne pas dramatiser. Elle a écouté sans m'interrompre. Ce n'est qu'après que j'ai fini qu'elle a parlé. Elle m'a dit qu'en France, les parents ne peuvent pas exiger le remboursement des coûts ordinaires liés à l'éducation d'un enfant. Ils ne peuvent pas convertir un investissement émotionnel ou parental en une dette légale. Elle a dit que l'argument de mes parents ne tiendrait pas devant un tribunal, à moins qu'il n'y ait eu un contrat écrit stipulant que j'avais accepté de prendre la responsabilité des finances de ma sœur, ce qui, bien sûr, n'existait pas. Son explication ne semblait pas triomphante. Elle semblait clarifiante. La loi était de mon côté, mais cela n'effaçait pas le fait que mes parents avaient choisi de se retourner publiquement contre moi. J'ai demandé à Hélène ce qui allait se passer ensuite. Elle a dit que nous répondrions formellement, que nous nous présenterions à l'audience et que nous fournirions des documents prouvant que mes finances étaient indépendantes et qu'aucune obligation partagée n'existait. Son ton est resté calme pendant qu'elle parlait, mais il y avait quelque chose de ferme sous ses mots. Elle avait vu des familles se briser dans des salles de conférence exactement comme celle-ci. Ce soir-là, j'ai retrouvé mon ami proche, Mathieu, dans un petit café près de mon appartement. Je lui ai tout raconté, de la lettre à la réunion avec Hélène. Il n'a pas interrompu ni offert de conseils immédiatement. Il a laissé le silence exister sans essayer de l'effacer. Quand il a finalement parlé, il m'a posé une seule question. Il m'a demandé si je ressentais de la tristesse, de la colère ou de la résignation. J'ai réalisé que je ne connaissais pas la réponse. L'émotion n'était pas vive. C'était quelque chose de vaste et de lent, comme une marée qui monte sans demander la permission. Je lui ai dit que j'avais l'impression d'avoir été expulsé d'une maison dans laquelle je n'avais jamais vraiment été invité à vivre. Il a hoché la tête, non pas pour être d'accord, mais pour montrer qu'il comprenait la forme de ce sentiment. Je suis rentré chez moi avec la conscience que quelque chose de fondamental avait changé. L'audience n'était plus le point central. La rupture s'était produite plus tôt. La salle d'audience ne ferait que l'officialiser. Le matin de l'audience s'est installé sur Nantes dans un silence gris et lourd qui semblait pressé contre les vitres de ma voiture alors que je conduisais vers le centre-ville. Je me suis garé sur le parking public à côté du palais de justice et je suis resté assise un bref instant, les mains sur le volant, laissant ma respiration se calmer, me rappelant que j'avais déjà traversé les parties les plus difficiles de cette épreuve et que ma présence dans cette salle aujourd'hui n'était pas une question de victoire, mais de refus de m'abandonner. Quand je suis entré, Camille était assise entre maman et papa près du couloir devant la salle d'audience. Elle était habillée avec soin, ses cheveux bouclés, son maquillage léger essayant d'avoir l'air petite et dépassée plutôt que responsable de la situation qui nous avait amenés ici. Maman m'a jeté un regard sans parler, avec une expression qui suggérait que je l'avais déjà déçue simplement en me présentant sans me rendre. Papa gardait les yeux fixés droit devant lui, comme si me regarder directement pouvait le forcer à reconnaître la raison pour laquelle nous étions tous dans ce bâtiment. Mon avocate, Hélène Lambert, attendait près des bancs. C'était la première fois que je la voyais dans un tel cadre. Elle se tenait droite, calme, avec l'immobilité exercée de quelqu'un qui comprenait les systèmes plutôt que les émotions. Quand elle m'a parlé, son ton était bas et régulier, me rappelant qu'il s'agissait d'une audience de clarification et non d'un procès en culpabilité. J'ai hoché la tête, laissant sa présence m'ancrer. À l'intérieur de la salle d'audience, les néons bourdonnaient faiblement au-dessus de nos têtes. Le juge a pris place avec un air de fatigue pragmatique, le genre de fatigue qui vient à force de voir trop de familles se fracturer au ralenti. Quand maman a commencé à parler, sa voix tremblait, mais d'une manière répétée, s'appuyant fortement sur le sentiment plutôt que sur les faits.
Elle a parlé de l'amour qu'elle avait mis à élever 2 filles, des sacrifices faits, de la façon dont la famille devrait se soutenir lorsqu'un de ses membres trébuche. Elle a présenté le remboursement de la dette de Camille comme un geste de loyauté plutôt que comme une obligation financière, comme si la moralité pouvait être remodelée par la seule attente. Camille a suivi, sa voix plus douce, insistant sur le fait qu'elle n'avait pas d'autres options, qu'elle avait essayé, que le monde avait simplement été trop lourd. Elle n'a pas dit qu'elle avait ignoré les avertissements, méprisé les budgets ou traité le crédit comme de l'air. Ces mots demandaient de la sympathie sans responsabilité, un schéma familier. Quand ce fut mon tour, je n'ai pas haussé la voix ni laissé l'émotion tordre le bord de mes phrases. J'ai déclaré que je tenais à ma famille, mais que tenir à eux n'exigeait pas d'effacer mes propres limites. J'ai expliqué que j'avais travaillé pour ce que j'avais, que je ne pouvais pas résoudre les choix d'une autre adulte, et que l'amour ne se mesurait pas à la taille d'un chèque signé pour réparer les erreurs de quelqu'un d'autre. La salle d'audience était emplie d'une immobilité qui ne semblait pas hostile, seulement observatrice. Puis Hélène a parlé. Son explication était claire sans être dure. Elle a exposé le principe juridique selon lequel élever un enfant est une responsabilité que les parents choisissent, pas une dette que l'enfant doit à l'âge adulte. Elle a précisé que les décisions financières personnelles prises par un adulte ne peuvent pas être transférées à un autre simplement parce qu'ils partagent le même nom de famille. Son ton ne laissait place à aucune confusion ni à aucune redirection émotionnelle. Le juge a statué en conséquence. La requête a été rejetée. La dette de Camille est restée la sienne. Les frais de justice et les dépenses sont tombés à la charge de la partie demanderesse. La salle n'a pas éclaté. Elle a simplement sombré dans un silence qui avait le goût de l'air froid. Personne ne m'a regardé en quittant la salle d'audience. Je suis sorti dans la matinée grise, et pour la première fois, le ciel ne semblait pas lourd. Quelques mois se sont écoulés après l'audience, et la texture de la vie quotidienne a changé de manière discrète mais indéniable. Les jours ne se sont pas déroulés avec des révélations ou des confrontations spectaculaires. Au lieu de cela, les conséquences se sont mises en place de la même manière que le givre d'hiver se forme sur une fenêtre, lentement et sûrement, remodelant tout ce qu'il touche. Camille a pris un emploi dans un magasin de détail en périphérie de la ville, un de ces magasins de chaîne où les lumières fluorescentes vivent rendent tout plus plat et un peu plus dur. Les horaires de travail étaient imprévisibles, et le salaire était suffisamment bas pour que chaque chèque de paie semble se dissoudre au moment où il arrivait. Elle publiait moins en ligne. Les photographies glacées de brunch du week-end, de voyages spontanés et de tenues soigneusement choisies se sont estompées, remplacées par des photos occasionnelles de café, de salle de pause ou d'yeux fatigués sur le parking d'une voiture. Elle n'en faisait pas tout un drame. Elle a simplement appris que les factures ne se soucient pas de la fierté ou de l'esthétique. La vie a une façon d'enseigner cette leçon sans élever la voix. Maman et papa ont ressenti l'impact d'une manière différente. Leur score de crédit a chuté brutalement après que les frais de justice et les soldes renouvelables impayés les ont rattrapés. Ils ont dû quitter la maison où nous célébrions chaque anniversaire et chaque fête, celle avec la peinture écaillée sur le porche arrière, mais la cuisine chaleureuse où tant de dîners ont eu lieu. Ils ont loué un logement plus petit en périphérie de Nantes, un endroit avec des murs fins et une moquette beige qui avait toujours l'air fatigué, peu importe la quantité de lumière qui l'éclairait. Le déménagement a été discret. Ils ne l'ont pas annoncé à la famille élargie. Ils ont simplement disparu du quartier. Il n'y a pas eu de dispute spectaculaire ni d'échange final d'accusations. Le silence est arrivé lentement. Les jours sans message sont devenus des semaines, puis des mois. J'ai changé la sonnerie de notification de mon téléphone pour ne pas sursauter si leur nom apparaissait, bien qu'ils le fassent rarement. Les limites, lorsqu'elles sont maintenues, n'ont pas toujours l'air héroïques. Parfois, elles ressemblent à de l'espace, de la distance, un silence ordinaire. Je ne les ai pas bloquées. J'ai simplement cessé de m'avancer pour combler les vides. Et ils ne se sont pas avancés non plus. Dans cet espace, ma vie s'est stabilisée. J'ai continué à travailler au centre logistique, non pas parce que c'était un emploi de rêve, mais parce qu'il soutenait la vie que j'avais bâtie. J'ai commencé à suivre des cours du soir au collège communautaire local, explorant plus formellement la gestion de la chaîne d'approvisionnement. J'ai réarrangé les meubles de mon appartement, ajouté une bibliothèque et acheté une plante qui nécessitait plus de soins que le cactus que j'avais auparavant. Ce n'étaient pas des changements extravagants. C'étaient des choix qui affirmaient que la vie que j'avais était la mienne, façonnée par l'effort plutôt que par l'attente ou l'obligation. Parfois, les dimanches matins tranquilles, je me promenais au marché fermier du centre-ville. Je voyais des familles discuter, des enfants tirant sur les manches, le chaos ordinaire de la connexion.
Il fut un temps où regarder des familles comme celle-là me faisait ressentir la piqûre familière de ce que je voulais que la mienne soit. Maintenant, c'était comme observer quelque chose de séparé ni douloureux, ni enviable, simplement séparé. Camille a appris à s'adapter à la réalité de subvenir à ses propres besoins. Maman et papa ont appris que les attentes ne réécrivent pas la responsabilité. Et j'ai appris que la distance peut être une forme d'amour pour soi-même, une protection qui ne cherche pas à punir les autres, mais refuse simplement d'abandonner son propre être pour préserver une image de la famille qui n'a jamais vraiment existé. La stabilité n'est pas arrivée avec des célébrations ou un quelconque sentiment de triomphe. Elle est apparue dans les routines tranquilles qui remplissaient mes journées, dans le rythme régulier du travail, du repos et de l'espace calme que je me suis autorisé à protéger. La vie a avancé sans conclusion spectaculaire, sans réconciliation, sans retour à la façon dont les choses étaient. Et cette continuation tranquille est devenue sa propre forme de paix. Maintenant, en regardant en arrière, je comprends quelque chose qui semblait impossible à saisir lorsque j'étais encore à l'intérieur de la situation. J'ai cru un jour que les liens familiaux exigeaient intrinsèquement le sacrifice et une loyauté inconditionnelle, comme si l'amour se prouvait par la quantité de moi-même que je pouvais donner avant de finalement m'épuiser. Je pensais que dire non, tracer une limite ou choisir ma propre voie signifiait tourner le dos aux personnes qui m'avaient élevé. Ce n'est qu'après que tout s'est déroulé que j'ai réalisé que l'amour sans autonomie n'est pas de l'amour, et que la loyauté qui vous détruit n'est pas du dévouement. C'est de la capitulation. La distance que je maintiens maintenant n'est pas enracinée dans le ressentiment, mais dans la clarté de ce qui me permet de rester entière. Il y a des moments où je me souviens des soirées tranquilles dans cette maison, des souvenirs où le rire existait encore, et une partie de moi se demande si les choses auraient pu être différentes. Pourtant, même dans ces souvenirs, je sais que l'affection ne peut pas effacer l'attente de dette qui a été placée sur moi. Une véritable connexion ne peut pas grandir là où l'obligation remplace l'attention. J'ai avancé non pas pour prouver quelque chose, non pas pour punir qui que ce soit, mais pour préserver la capacité de me tenir dans ma propre vie sans être consumé par les attentes des autres. La paix pour moi n'est pas arrivée bruyamment. Elle s'est installée lentement dans le rythme de mes journées, dans la constance du travail que j'ai choisi, et dans l'espace que je m'autorise maintenant à vivre sans culpabilité. J'ai appris que la responsabilité envers soi-même n'est pas de l'égoïsme, et que l'indépendance financière n'est pas une trahison de la famille. J'ai appris que je n'ai pas à me diminuer pour être considérée comme aimante, ni à sauver les autres des conséquences de leurs choix. Les limites ne sont pas des murs qui bloquent l'amour, mais le cadre qui maintient l'amour sain, honnête et vivant. Une relation qui exige le sacrifice de la dignité n'est pas une relation qui vaut la peine d'être maintenue.